Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la thématique comment engager vos collaborateurs à distance et piloter le déconfinement. Je me présente, je suis Thomas Courvalet, chargé de communication chez Windoo, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cet échange. Donc, je vais tout d'abord vous présenter les intervenants ainsi que le programme de ce webinaire sur l'engagement. Après cette brève introduction, je vais laisser la parole à Julien Brézin, directeur général de Great Place to Work. Monsieur Brézin va aborder la thématique du leadership en période de crise, un aspect essentiel pour faire face aux enjeux rencontrés durant la période actuelle. Nous écouterons ensuite le témoignage de Nicolas Dupeux, directeur général d'Accor Hotel Arena, qui, lors de notre échange, vous expliquera par quels moyens son entreprise a accompagné ses collaborateurs durant le confinement et comment Accor Hotel Arena aborde la question du retour pour ses salariés. Enfin, Arnaud Varnier, CEO et cofondateur de Windoo, partagera avec nous sa vision de l'engagement, ainsi que les bonnes pratiques à adopter pour soutenir vos salariés et faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans votre entreprise. N'hésitez pas à nous adresser vos questions par écrit dans le chat prévu à cet effet. Nous prendrons un moment pour y répondre à la fin du webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Julien Brézin, directeur général de Great Place to Work, et je vais couper la vidéo pour les autres participants afin qu'on puisse se concentrer sur Monsieur Brézin et sa présentation. Je vous remercie. Alors, Monsieur Brézin vous remercie, mais Julien va très bien aussi. Bonjour à toutes et à tous. Juste un tout petit point, c'est moi qui dois prendre le partage de l'écran pour ma presse? Tout à fait, tout à Ok. fait. Je te laisse prendre le relais. Hop, voilà. Hop. Et dites-moi si vous voyez quelque chose. C'est parfait. Ok. Bon, en deux mots, je vais vous présenter rapidement Great Place to Work d'abord. Donc, Great Place to Work, c'est une société qui a pour mission d'aider les entreprises à construire des organisations meilleures, pour toutes, inclusives, en partant d'un constat hyper basique qui est que l'expérience collaborateur doit être mesurée parce que ce qui se mesure s'améliore et que l'expérience collaborateur est une des sources de l'efficacité économique des organisations. Efficacité économique ou efficacité organisationnelle, évidemment, quand les organisations ne sont pas en charge de faire des profits. On est une boîte présente en France depuis une quinzaine d'années avec une méthodologie assez robuste qui est structurée, et je vais vous la détailler juste après, mais qui est structurée de manière identique dans tous les pays du monde. On est présent dans 70 pays. Juste un point méthodologique, nous, ce qui nous intéresse, c'est la perception, et ce qu'on mesure, c'est la perception des collaborateurs. Donc, dans un temps un peu chahuté comme celui-ci, effectivement, on a encore un peu plus de boulot que d'habitude. Et le modèle est construit autour d'un élément assez simple, qui est la confiance. C'est-à-dire que le prérequis, le paradigme dans lequel est organisé Great Place to Work est de dire que c'est la confiance, enfin, où les datas qu'on malaxe, en fait, sont toutes orientées dans cet axe-là. C'est la confiance qui est au cœur d'une expérience collaborateur réussie. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est la démarche que nous, chez Great Place to Work, on porte. Encore une fois, elle est parfaitement discutable, mais voilà, nous, toute notre logique est de nous organiser autour de ça. Donc, qui dit confiance comme valeur quelque part, pilier ou socle de la structure, dit qu'on va essayer de mesurer cette confiance et on va le faire via deux outils qui vont analyser donc d'un côté la perception des managers, de l'autre côté les pratiques managériales. Voilà pour le petit mot, juste que vous compreniez qui on est chez Great Place to Work et comment aujourd'hui alors engager vos collaborateurs et piloter le déconfinement. Pour nous, le grand sujet qu'on a à travers les échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires, hein, c'est vraiment, on le résume en un seul mot, qui est la résilience. La résilience, c'est un mot un peu technique, vous savez, l'image souvent qu'on utilise pour la résilience, c'est le ressort, c'est cette aptitude à reprendre sa forme initiale après avoir été soumis à une pression. Alors moi, c'est une image que j'aime pas beaucoup parce que pour moi, la résilience, elle est pas simplement métallique quand il s'agit d'être humain, quand il s'agit d'organisation. Dans ce cadre-là, la résilience, elle va plus s'apparenter à comment je déconstruis. Prenez l'image d'un jeu de Lego, comment je déconstruis la petite maison que j'ai construite en Lego avec ses petites briques et comment je la reconstruis.
Et en fait, donc la résilience, c'est pas un état, c'est un processus. Et ce processus-là, c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Je reprends l'exemple que je donnais en off tout à l'heure du poissonnier. Il a toujours le même produit à vendre, mais la façon qu'il a eu de le commercialiser a dû être modifiée pendant cette période de confinement. Et donc, il a déconstruit sa façon de faire et il l'a reconstruite. Aujourd'hui, nos partenaires, c'est ce que, et je pense que vous tous qui bossez dans des organisations, c'est ce que vous vivez. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de ce monde d'après, de ce demain qui chante. Je ne sais pas s'il chantera, j'espère. En tous les cas, j'en ai pas la moindre idée parce que c'est difficile de prévoir demain dans le contexte actuel. En tous les cas, je m'y risquerai pas par humilité. Mais en tous les cas, il y a des briques et ces briques-là, on va pouvoir les réassembler. Et pour nous, c'est ça, cette résilience essentielle dans laquelle vos collaborateurs et comment vous, en tant que leader, devez avancer. Avant de rentrer là-dessus et sur les 2-3 slides que je voulais partager, il y a un élément qui me semble hyper important, qui est le rôle du leadership. La crise a mis à mal la figure du leadership telle qu'elle existait ou telle qu'elle préexistait. Et il y a vraiment des nouvelles qualités qui sont attendues et qui sont vraiment nécessaires aujourd'hui en termes de leadership. Alors évidemment, on n'est plus dans le command, enfin on n'est plus. Il y a encore énormément de boîtes qui sont encore dans une espèce de command and control des années 70, mais un peu comme mon casque, comme je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, cette crise a fait émerger. Elle a eu un effet loupe extrêmement fort sur les qualités de leadership et qu'est-ce que nous on a mis en avant et vu. Premier élément, cette sens de la responsabilité. Je pense que dans la logique du déconfinement, et vous le voyez dans les différentes organisations, il y a un premier élément, c'est la logique sanitaire. Comment je prends mes responsabilités de manière sanitaire? Comment je gère cet espace qui est le bureau dans lequel les collaborateurs, ou non d'ailleurs, reviennent. Le premier sens des responsabilités, c'est évidemment de ne pas aller obliger les collaborateurs qui travaillaient historiquement uniquement, jamais en télétravail, à revenir à partir du déconfinement, mais d'y aller petit à petit en fonction des capacités de chacun, en fonction des peurs et des capacités à surmonter ces peurs. Donc, la responsabilité aura été un élément essentiel dans la gestion de cette crise. Et moi, je le redis parce que je pense que les entreprises ont joué leur rôle, ont assumé leur rôle en parallèle de ceux des acteurs publics de manière extrêmement forte. Il y a eu pendant cette crise vraiment une responsabilité hyper forte. Deuxième élément vital, qui est pour moi un key learning essentiel en termes de leadership et de management, c'est l'humilité. Alors pourquoi? Parce que personne n'a rien vu. Mais quand je dis personne n'a rien vu, le 15 février, quand on voyait des images à la télévision de Wuhan qui étaient sous sa cloche, mais personne n'a rien vu. Personne ne s'est dit à ce moment-là, c'est ce qui va nous arriver en France. Et on va mettre la France sous une cloche de verre. C'était impensable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être humble en tant que manager, en tant que dirigeant. On ne voit rien, on voit pas, c'est juste qu'on fait des erreurs. Et alors, je trouve que c'est extraordinaire, là aussi, en termes de leçons managériales. C'est l'infaillibilité totale, ou l'affaillibilité totale managériale qui doit nous inciter à l'humilité, donc à l'écoute, et donc au travail collaboratif, évidemment, derrière avec les collaborateurs. Et dernier point, la transparence qui est encore plus vitale dans un moment de très grande incertitude. Alors, nous, chez Great Place to Work, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait développé un modèle qu'on appelle le Leadership for All, qui a un peu des étapes managériales, et le Graal ou l'Everest, le sommet de l'Everest, c'est ce qu'on appelle ce Leadership for All. C'est celui qui a cette aptitude justement à générer par son humilité une relation qui est extrêmement forte avec ses collaborateurs et dont il prend soin. Et donc, quelque part, la perception que l'on en a chez Great Place to Work, c'est que finalement, le sens du leadership prend une part essentielle.
Le sens du leadership, il est construit au travers d'une dimension objective, l'organisation, une organisation adéquate, la capacité à structurer correctement l'entreprise, une dimension collective, évidemment, parce que c'est essentiel pour d'arriver à fédérer cette organisation et cette collectivité. Et enfin, évidemment, une dimension subjective, parce que c'est ce sens qui va permettre à chacun de s'épanouir. Donc le leader, pour nous, devient un acteur de sens, ou devient encore plus, la seule quête du PNL étant un peu limitée en termes de sens. Je vous le disais tout à l'heure, le processus est vital. Qu'est-ce qui nous semble essentiel à ce moment-là, à cette étape-là de la crise? La crise, finalement, elle a été, c'est une succession d'étapes. On a eu une première étape qui a été une étape de sidération. Je sais pas, les 15 premiers jours, on a été complètement sidéré, la bouche béate, ouverte, sachant pas quoi penser de cette période complètement surréaliste dans laquelle on a tout été plongé. Passé cette phase de sidération, on est rentré dans une phase qui a été vraiment, alors là pour le coup, ultra compassionnelle, où il était impossible de commencer un début de réunion, voire un échange avec quelqu'un, non pas sans lui poser la question comment il allait bien, si lui allait bien, mais si même sa grand-mère allait bien. Et même dans l'univers entreprise, professionnel, maintenant on envoie des mails en conclusion avec le take care, prends soin de toi, avec en introduction, j'espère que toi tu vas bien, que tes proches vont bien, que tes collègues vont bien, etc. etc. Il y a 4 mois, interroger un collaborateur sur la santé de sa grand-mère, c'était improbable. C'est vous dire l'effet balancier colossal qu'il y a eu pendant cette phase compassionnelle. Et cette phase compassionnelle, c'est assez vite clôturée finalement, même s'il en reste quelques réminiscences, elle s'est assez vite clôturée sur cette phase de déconfinement aujourd'hui. Mais comme je vous disais, dans la démarche de résilience, le processus, c'est un processus de déconstruction. Et nous, aujourd'hui, il nous semble vital de déconstruire ce qui a été vécu pendant cette période pour reconstruire demain. Et comment on essaye d'y contribuer? C'est assez simple. On contribue avec nos méthodologies à nous, Great Place to Work, hein, et d'ailleurs, on les a mis comment ça s'appelle, en open source, en accès libre sur notre site, sur comment y arriver, comment aider les boîtes à déconstruire pour reconstruire, avec d'abord, j'interroge et je crève l'abcès vis-à-vis de mes collaborateurs sur comment ils ont vécu cette période de confinement. Et c'est essentiel de les interroger de manière qualitative, de manière quantitative, pardon, dans un premier temps, c'est-à-dire de s'assurer de sentir comment ça se passe et de sentir comment ça s'est passé. Mais cette dimension quantitative ne peut pas être la seule. Il faut rentrer aussi dans une démarche qualitative. Et donc, comme je vous le disais, sur notre site, on a mis un guide un peu d'une espèce d'entretien pour les managers, pour redescendre dans toutes les organisations et les strates de l'organisation, pour aller vers une prise en compte psychologique. Attention, on ne transforme pas les managers en psychologues, mais une prise en compte globale du collaborateur. Mon mot de conclusion, avant de repasser la main, c'est vraiment de dire, à un moment où on se focalise beaucoup sur le côté santé de nos collaborateurs, c'est super bien. Il faut le faire. Concentrons-nous aussi sur la santé psychologique de nos collaborateurs. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont vécu et déconstruisons pour sentir tout ce qui s'est bien passé, tout ce qu'on a appris aussi de ce confinement. Il y a beaucoup de choses qui ont été apprises lors de ce confinement. On parlait du télétravail tout à l'heure, on parlait de la qualité des réunions qu'on a pu avoir pendant cette période. Il y a des réunions, il y a des gains d'efficacité qui sont forts en télétravail. Il y a historiquement, on dit toujours qu'il y a entre 20 et 30 points de productivité qui sont gagnés lorsqu'on passe en télétravail parce que c'est efficace. C'est efficace dans un certain nombre de tâches. Et là, il est essentiel d'ancrer et de permettre aux collaborateurs de comprendre ce qu'ils ont bien vécu, bien appris pour construire effectivement ce monde de demain. Merci Voilà un peu. beaucoup, Julien, pour cette présentation très intéressante et très humaine. Je vais maintenant me tourner vers Nicolas, le directeur général d'Accor Hotel Arena. Alors, je vais vous inviter à remettre votre vidéo, Nicolas.
C'est bon? Parfait. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, Nicolas, je vais avoir plusieurs questions à vous poser. Julien, est-ce que vous pourriez retirer le partage d'écran, s'il vous plaît? Mhm. Alors, j'en profite pour rappeler à tous les spectateurs que vous pouvez nous poser des questions dans le chat qui seront posées aux intervenants à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer. Nicolas, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter en quelques mots l'activité d'Accor Hotel Arena, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà en petite introduction et une nouvelle actualité qui date de lundi, c'est qu'on a changé de nom en fait et que désormais on s'appelle Accor Arena, voilà, dans la lignée de notre namer Accor Hotel qui est devenu le groupe Accor. Donc dorénavant on s'appelle nous l'Accor Arena depuis lundi. Alors l'Accor Arena en quelques mots. C'est la salle de spectacle mythique parisienne qui accueille les plus grands concerts et les plus grandes compétitions de sport indoor depuis aujourd'hui plus de 35 ans, puisque l'Arena a été construite et inaugurée en 1984. Et elle a toujours été voilà, un peu à la pointe, à l'avant-gardisme en termes de spectacles musicaux, d'événements sportifs, d'événements culturels. On accueille entre 130 et 140 événements par an et environ 1 200 000 spectateurs passent à l'Arena chaque année. Voilà, en quelques mots, c'est une programmation à 80% sur la musique, 75-80% sur la musique et 20-25% sur le sport et les événements d'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Comment avez-vous fait pour garder le lien avec vos collaborateurs et vous assurer de leur bien-être durant cette période de crise? Alors, c'est une bonne question. Nous, peut-être revenir à une petite genèse un peu de ce qu'on a fait, c'est que cette période de crise, ça a été d'abord le prolongement d'une démarche qu'on avait initiée il y a maintenant quasiment 1 an et demi et qui est inscrite un peu dans notre nouvelle culture d'entreprise et dans la stratégie que j'avais pu porter à mon arrivée à l'Arena il y a 2 ans. C'est celle de construire une entreprise dans laquelle on remet au centre les collaborateurs, les clients, et on vient faire en sorte de pouvoir engager au maximum l'ensemble de nos salariés et de nos collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait déjà mis en place un certain nombre de choses. Notamment, on avait mis en place tout un programme autour de cours de sport avec Windoo pour les collaborateurs. On avait mis en place aussi un système de… on pouvait faire des massages. On a fait une fois aussi un cours de cuisine. Donc, on avait déjà mis en place des moments en fait, de convivialité. Parce que ce qui est important et qui est en tout cas pour moi une valeur qui est une valeur forte qu'on porte à l'Arena, c'est un mot qu'on n'a pas réussi à traduire en français malheureusement, c'est le terme de caring, c'est-à-dire prendre soin. Ce n'est pas que de la bienveillance, justement la bienveillance ne nous convenait pas comme traduction, c'est le côté de prendre soin de l'autre. Alors prendre soin de ses clients, mais aussi en tant que chef d'entreprise, je pense que l'essentiel c'est aussi de prendre soin de ses collaborateurs. Et c'est ce qu'on avait mis en place à partir de ce programme. Et du coup, cette période de confinement, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle a accéléré en fait ce lien qu'on avait déjà créé et elle l'a renforcé. Notamment, on a créé très rapidement, dès la première semaine, on a brainstormé avec des équipes pour lancer ça, je crois, au bout de 10 jours. On a lancé un projet qui était déjà dans les cartons, mais on a accéléré ce projet-là. Ça s'appelait la We Arena, c'est-à-dire on a lancé la communauté de l'Accor Arena. Et cette communauté, on l'a voulu autour de 3 piliers. Un pilier sur les loisirs, avec des cours de sport à distance, toujours avec notre partenaire Windoo, qu'on a transformé. On ne faisait plus physique, on le faisait sous forme de visio. Du coup, c'était sympa parce que moi, je pouvais bien voir si tout le monde avait une performance physique au top. On a fait des classements, mais ça, personne ne le sait, non, je plaisante.
On a fait aussi autour de la musique, parce que c'est notre ADN, des blind tests, enfin, pas mal de jeux, des playlists qui ont été créés par des collaborateurs. Et puis autour aussi de la partie culinaire, avec des cours de cuisine, des recettes en direct, etc. Ensuite, on a fait une deuxième verticale qu'on a appelée la verticale de l'échange. Le nom qu'on lui a donné, c'est l'open mic, et c'est en fait un peu comme on fait ce matin, c'est une session toutes les semaines d'une demi-heure avec un collaborateur de l'ARENA qui vient d'abord répondre à quelques questions qui sont posées de manière un peu encadrée, et puis après il y a un temps de questions-réponses avec tous ceux qui sont connectés. Et puis enfin, on a fait une troisième activité qui est une activité plutôt de brainstorming. On lance quelques brainstorming sur des projets, etc. Et donc, on crée des comités de brainstorming. Donc, cette WE Arena, ça a été notre manière de garder le lien avec l'ensemble des collaborateurs sur la durée du confinement pour travailler sur cette partie qu'on appelle effectivement le bien-être. Bien sûr. Et j'aurais une question également. Est-ce que le télétravail faisait déjà partie de votre culture d'entreprise? Non. Très peu à la marge. Et pour être parfaitement honnête et transparent, c'était pas non plus quelque chose que moi, sur lequel j'étais forcément favorable en fait D'accord. au télétravail. Donc ça n'en faisait pas partie. Moi, il y a un mot qui est très important, qui a été utilisé par Julien tout à l'heure, qui est le terme de responsabilisation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours essayer de faire la promotion d'organisations responsables, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour fliquer les gens, savoir s'ils arrivent. L'important, c'est de faire ses tâches. Mais il est vrai que j'étais aussi partisan du contact humain. Et donc, d'être dans un espace dans le travail dans lequel on partage. Parce que je pense que le partage en visio, c'est sympa, mais à un moment, le vrai partage humain, il se fait en face à face. C'est comme ça que les sens s'activent. Et donc, c'était pas quelque chose sur lequel j'étais forcément très impliqué sur cette phase de télétravail. Et est-ce que là maintenant, avec l'expérience que vous avez pu avoir au cours de cette période de crise, vous souhaiteriez développer davantage le télétravail? Oui, je crois que cette crise, elle nous a donné beaucoup d'enseignements dans l'organisation du travail au sens large, en fait. Elle nous a donné l'enseignement de dire que le télétravail à 100%, il nous manque quelque chose quand même. Bien sûr. Tout à fait. Ça ne marche pas. Enfin, moi, je pense que tous ceux qui ont la théorie du blanc-noir, noir-blanc, qui consiste à dire pas de télétravail ou tout le monde en télétravail, je crois que la radicalité n'est pas forcément la bonne chose. Il faut qu'on arrive et on doit arriver à trouver cette dose entre du télétravail qui responsabilise d'abord chacun et qui permet aussi à chacun de s'organiser. On est dans une société où aujourd'hui, le temps personnel, le temps professionnel est de plus en plus lié, donc il faut aussi qu'on laisse une capacité à chacun de s'adapter et en même temps trouver un temps de rassemblement sur le lieu de travail pour permettre l'échange. Donc voilà, c'est ce bon mix sur lequel on est en train de travailler pour préparer le retour. Mais oui, je crois qu'on ne travaillera plus comme on travaillait avant. Il va y avoir des changements là-dessus. Après, tous les métiers oui. Pas forcément impactés, parce qu'effectivement, il y a des métiers qui nécessitent physiquement d'être présents, c'est certain. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que le télétravail divise beaucoup, beaucoup à cet égard et on se rend compte qu'il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte. Il y a déjà la personnalité, il y a ensuite le poste et puis il y a l'accompagnement que va produire, que va réaliser l'employeur également pour faciliter ce développement du télétravail. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées durant cette période? Écoutez, on n'a pas, étonnamment, le passage au télétravail, techniquement parlant et opérationnellement parlant, je dirais, a pas levé énormément de difficultés. Tout le monde s'est assez rapidement mis sur des outils de télétravail, ceux qu'on connaît, de type Teams, Zoom et d'autres. Et même, ça a été une découverte, je dirais, pour beaucoup, de dire finalement, c'est
c'est pas mal, quoi. Voilà. C'est aussi assez efficace parce qu'on se time et ça avance. Donc, opérationnellement, bon, il faut appréhender cet outil, il faut s'assurer que tout le monde avait les bons outils. On s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de connexion simultanée à nos serveurs parce qu'on n'avait pas l'habitude. Donc, voilà, il a fallu s'adapter un petit peu, mais ça n'a pas été la plus grande difficulté. Je pense que la difficulté, elle a plus été, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que nous, dans nos activités, on est des activités un peu à 360, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois toute une série de collaborateurs qui vont travailler dans les services techniques, on va en avoir qui vont travailler à la maintenance, on va en avoir qui vont travailler au marketing, aux ventes, dans les fonctions de support. Et donc, nécessairement, cette crise aidant et la fermeture de notre bâtiment étant rendue nécessaire par des interdictions, certains ont pu faire du télétravail, d'autres ont été en chômage partiel, total ou quasi total. Donc la difficulté qu'on a rencontrée, c'est plutôt comment s'assurer que ceux qui étaient le moins dans le télétravail continuent à être reliés, continuent à être informés, continuent à être engagés en fait. Et pas que par cette partie We Arena dont j'ai parlé, c'est aussi comment est-ce qu'on ne peut pas avoir des collaborateurs pendant 2 mois que l'on n'informe pas en fait, sur lesquels on ne donne pas des nouvelles de ce qu'on est en train de faire, de là où on en est, etc. Et je pense que c'est ça qui est certainement le plus challengeant dans cette période-là, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs qui sont à des degrés de télétravail différents et de modes de travail différents puissent continuer à se sentir parfaitement impliqués dans l'entreprise. Donc, c'est passé chez nous par un certain nombre de choses, des réunions. On a conservé ce qu'on fait de manière hebdomadaire, qui est une réunion d'activité. Même si on n'avait plus d'activité, c'était un temps de partage qui était important. On a une vingtaine de personnes qui sont connectées chaque mardi à cette réunion et on l'a conservé. On a ensuite demandé à chaque directeur de département de faire des réunions d'équipe régulières pour garder ce lien aussi professionnel, pas que de bien-être, mais professionnel. Et puis ensuite, moi je me suis exprimé une fois notamment au milieu de la crise pour donner un point à date sur l'entreprise, parce que c'est important aussi de donner de la visibilité à nos collaborateurs, leur dire où est-ce qu'on en est, leur donner globalement l'impact qui est majeur, et puis ce qu'on est en train de faire, parce qu'on ne se tourne pas les pouces, on travaille sur la reprise, sur la relance, etc. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a essayé de faire et qui ne sont jamais évidentes à distance, qui est au-delà de la côté bien-être et du caring, c'est aussi le côté professionnel et s'assurer que les gens se sentent toujours bien impliqués et engagés dans l'entreprise. Parfait, merci beaucoup. J'aurais une dernière question à vous poser. Le déconfinement a été annoncé, là, il est effectif mais très progressif, bien entendu. Comment abordez-vous chez Accor Hotel, enfin chez Accor Arena maintenant, comment abordez-vous la question du retour de vos collaborateurs? Alors, c'est une vaste question. Nous, je disais tout à l'heure, on a été les premiers à être impactés. On ne va pas se mentir, on ne sera pas dans les premiers à sortir du déconfinement, du confinement, pardon. Notre métier, c'est de rassembler des gens. On disait un peu en introduction, rassembler aujourd'hui, c'est un mot qui fait un peu peur, ou en tout cas que certains médias adorent mettre de manière anxiogène tous les soirs sur des bandeaux télé. Donc, nous, notre reprise d'activité, elle se joue sur plusieurs plans. Elle se joue sur un premier plan, c'est comment on va pouvoir reprendre notre activité professionnelle. C'est-à-dire comment on va l'adapter, comment on va créer une manière de réassurer nos spectateurs, rassurer nos spectateurs sur le fait de dire vous pouvez revenir, vous pouvez continuer à avoir des spectacles. Ça, c'est un premier point sur lequel on travaille. Le deuxième, c'est également sur la partie de nos collaborateurs, c'est comment on va réaménager les espaces de travail. Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'on est en train d'aborder en ce moment, sur lesquelles on travaille. On est très dépendant des annonces gouvernementales, des plans de déconfinement progressif. Mais voilà, chaque semaine, en fonction des informations, on travaille, on adapte, on corrige et on avance. D'accord, bon, eh bien écoutez, merci beaucoup.
Je reviendrai vers vous ainsi que vers Julien juste après la présentation d'Arnaud. Euh, je reprécise encore, je vois qu'il y a des mains levées dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions et à les adresser directement dans le chat. Ce sera plus simple et nous y répondrons à la fin. Arnaud, je vais te demander de réactiver ta caméra. Merci beaucoup, Nicolas, et à tout à l'heure. Je partage mon écran. Ouais, tu peux. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est parfait. Super. Merci Julien pour ta prise de parole. Donc Julien de Great Place to Work avec qui on partage un certain nombre de valeurs sur l'engagement des équipes et les pratiques managériales innovantes. Et puis aussi merci beaucoup à Nicolas du coup pour le témoignage du coup d'Accor Arena qui a la particularité de vivre cette crise avec à travers une fermeture administrative, à travers des enjeux sanitaires qui sont clairement plus importants que ceux d'entreprises. D'autres entreprises. Donc, c'est des témoignages qui sont extrêmement précieux. Du coup, pour notre partie sur le webinar, je vais bien sûr vous expliquer en 2 minutes ce qu'on fait chez Windoo, et puis surtout, après, essayer de vous partager la donnée qu'on a pu voir à travers nos clients sur les enjeux, sur ce qu'on va retirer en termes de retour d'expérience de cette crise, et puis aussi comment appréhender la reprise et maintenir ses collaborateurs engagés. Donc, nous, chez Windoo, alors, est-ce que mon écran défile? Tout à fait, là on est sur la slide numéro 2. D'accord, ok, parfait. Donc du coup, nous, chez Windoo, on travaille avec les dirigeants et les directions des ressources humaines sur les enjeux d'engagement des salariés. Donc on a une approche assez unique qui mélange d'une part la mise en place d'outils de mesure de l'engagement, comme des baromètres, un outil de sondage, des enquêtes, des modules sur le feedback, le suivi d'autres indicateurs RH, et d'autre part, le déploiement de plans d'action à travers pour organiser la montée en compétences des salariés et la cohésion des équipes à travers des programmes liés à la convivialité au bureau ou maintenant en visio, comme l'a rappelé Nicolas. À travers cette approche, nous, ce qu'on va vouloir pousser comme type de comportement managériaux, c'est des boucles d'action vertueuses, c'est-à-dire de commencer par mesurer un certain nombre d'indicateurs, de mettre en place un plan d'action ou plusieurs plans d'action d'ailleurs, et ensuite de mesurer l'impact grâce toujours à ce suivi d'indicateurs dans le temps pour comprendre à la fois l'effet qu'on a eu avec nos plans d'action et puis éventuellement prendre en compte aussi l'impact de facteurs extérieurs. Donc, parmi les différents outils de mesure de l'engagement qu'on met en place chez nos clients, le plus important, c'est le baromètre RH et donc le baromètre interne. Et pour rappeler en quelques secondes le fonctionnement d'un baromètre, il s'agit d'envoyer des enquêtes régulières et anonymes aux salariés autour de ce qu'on appelle les piliers de l'engagement, qui peuvent être liés à la culture d'entreprise, à la reconnaissance, aux perspectives d'évolution, ce genre d'indicateurs. Et ensuite, cet outil devient particulièrement puissant quand on commence à regarder l'évolution de ces indicateurs dans le temps et aussi quand on commence à localiser la donnée, c'est-à-dire de pouvoir l'adresser par équipe, par division, par département, par business unit et pouvoir comprendre du coup le rôle et l'impact de chaque manager dans l'évolution de ces indicateurs. De cette manière-là, on est capable de décentraliser les initiatives en se reposant sur les managers, en leur transmettant par exemple uniquement les résultats de leur équipe. Et ça permet du coup de rentrer aussi dans cette logique de confiance, de responsabilisation et puis de décentralisation qui permet à un manager qui détecte un problème de communication interne dans son équipe de très rapidement mettre en place une adaptation des rituels ou des actions simples pour corriger ces données. En termes de programmes qu'on a pu déployer pendant le confinement, donc ça prenait la forme essentiellement de formation sur comment s'organiser en télétravail, comment manager une équipe à distance, et puis surtout comment chez nos clients maintenir le lien entre les collaborateurs, comment les maintenir engagés dans une période où tout le monde est à distance. Donc en fait, double défi. Déjà qu'en temps normal, maintenir la cohésion, le lien, c'est un défi organisationnel, d'autant plus à distance quand chacun est isolé
chez lui. Donc, on a converti, à l'instar du poissonnier de Julien, on a gardé les mêmes, les mêmes thématiques, mais on a adapté notre manière de faire au contexte en convertissant nos activités et formations en visioconférence interactive avec un certain succès, je dois l'avouer, et puis l'adaptation de nos outils RH au contexte particulier où on a pu mesurer les indicateurs des salariés sur l'appréhension liée à la reprise, sur le management à distance, sur la gestion de projet en télétravail, ce genre de choses. En termes de retour d'expérience, du coup, on a eu la chance de sonder plusieurs dizaines de milliers de salariés pendant la période de confinement, et donc de collecter beaucoup de données. Et donc, ce retour d'expérience, c'est à la fois notre perception à nous, nous en tant qu'individus et en tant qu'entreprise, mais c'est aussi ce qu'on a extrait de nos clients. Et tout d'abord, le télétravail généralisé qui s'est imposé de manière obligatoire à l'ensemble des entreprises. Alors, je parle bien sûr des entreprises ayant des cadres qui sont plutôt les clients avec qui nous travaillons et le type de profil qu'on a autour de nous, et qui a obligé un certain nombre de pratiques, qui a plutôt accéléré un certain nombre de pratiques managériales, accéléré la mise en place d'un certain nombre de pratiques managériales, comme notamment le management par la confiance, ou en télétravail, eh bien, on est obligé de responsabiliser ses collaborateurs et du coup, de fait, de leur faire confiance. Là où il y a toujours eu une certaine défiance, je sais que beaucoup de managers et beaucoup de salariés ont changé d'avis sur le télétravail, et on est passé, pour certaines organisations, d'un management par l'effort à un management par la confiance. Ce que ça a impliqué chez les managers, et ça on l'a mesuré et détecté notamment dans nos baromètres, c'est de devoir beaucoup mieux définir les livrables et encadrer les objectifs, donc de mieux les formuler, s'obliger à mieux les formuler pour que chacun puisse avoir une vision claire en télétravail de son rôle dans le projet, de son rôle dans la chaîne de décision. Et ça a supposé aussi, d'un point de vue organisationnel, d'adapter tous ces rituels. Donc, par exemple, de faire des réunions 2 fois par semaine d'équipe, de diffuser l'ensemble des projets qui sont développés dans l'équipe ou dans le reste de l'entreprise pour pouvoir informer les gens, leur donner de la visibilité. Et aussi, bien sûr, avec des enjeux de communication interne sur l'impact de la crise sur le business, sur le plan d'action qui est en place et ce genre de choses. Justement, sur les plans d'action, beaucoup de nos clients se sont révélés à eux-mêmes beaucoup plus agiles que ce qu'ils le pensaient. Et ça, on l'a vu, on l'a vu détecter et mesurer, notamment dans de grandes entreprises publiques de transport, où voilà, ils ont continué en télétravail à mener des projets, à délivrer leurs services, à entretenir des énormes chantiers de construction, à diviser leur cycle de décision d'une manière qu'ils n'avaient jamais pu imaginer, où on a un honneur du projet, ça passe en codir, c'est décidé, on y va, et sur des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui était totalement inattendu pour eux. Donc, on a vu ça. Je pense qu'on l'a vu dans cette entreprise publique, mais on l'a aussi détecté dans une moindre mesure dans d'autres organisations. Et je pense que l'agilité, qui est aussi une pratique managériale et une pratique organisationnelle que nous, on encourage chez Windoo, qui fait partie de nos valeurs, va aussi sortir renforcée de cette crise. Enfin, un autre retour d'expérience, c'est celui autour des valeurs des entreprises, où on a vu, nous chez nos clients, une grande disparité dans la gestion de la crise. Et les feedbacks, et le mot qui est revenu souvent dans les feedbacks qu'on a pu voir apparaître, c'est le fait d'être à la hauteur. Alors, à la hauteur, je pense que ça veut dire être à la hauteur de l'enjeu sous toutes ses formes, s'adapter d'un point de vue business, gérer un ralentissement économique avec tout ce que ça suppose de chômage d'activité partielle, de chômage technique parfois, de faire revenir une partie des gens au bureau qui ne pouvaient pas télétravailler, et aussi des gestes de solidarité de la part d'entreprises. Donc nous, ce qu'on a mesuré pendant cette crise, c'est que d'une entreprise à l'autre, tout le monde n'a pas eu le même sens des responsabilités dans sa gestion de la crise. On a, pour prendre les deux extrêmes, certains qui ont fait muter leur chaîne de production
pour créer des offres solidaires auprès du personnel soignant, auprès de leurs salariés et tout ça, et d'autres qui ont plutôt voilà, abusé du chômage partiel, donc des situations qu'on a vues avec du coup un impact réel sur l'engagement. Les conséquences à moyen terme, ils vont se faire ressentir en termes de marque employeur, en termes de fidélisation des talents, et puis de fait, bien sûr, en termes de performance après, je pense qu'on est tous convaincus ici que l'humain est au cœur de ces organisations. Pour terminer, pour parler un petit peu de la reprise et de la manière dont elle est vécue par nos clients, donc il y a bien sûr l'aspect sanitaire qui est à régler, où il y a un tas d'équipes projets qui sont mises en place à partir de mi-avril pour préparer le retour au bureau. Alors, ce n'est clairement pas une mince affaire. En face, on a des règles très exigeantes à respecter. On a des salariés aussi qui sont soumis à une forte appréhension par rapport aux risques sanitaires et qui, de fait, sont très exigeants. Donc, ça fait aussi peser un risque légal sur l'entreprise, hein, et on voit d'ailleurs pas mal d'initiatives émerger pour faire en sorte que chaque entreprise puisse se mettre, entre guillemets, au carré par rapport à la légalité et surtout à se protéger en cas d'attaque dans le futur. Mais surtout, nous, chez Windoo, qui ne sommes pas des experts sanitaires, ce qu'on voit, c'est un défi organisationnel. La question qu'on se pose aujourd'hui avec nos clients, c'est est-ce que c'est plus difficile d'avoir 60% de ses effectifs en télétravail ou 100%? Puisque du coup, puisqu'on va rentrer pour un certain nombre de nos clients dans une phase qui va durer probablement jusqu'à décembre. Alors, à moins de changements, mais en tout cas, c'est ce que projettent aujourd'hui les équipes projet, avec une quantité anormale de télétravail et une difficulté organisationnelle. Et en fait, la conclusion à laquelle on est en train de doucement arriver, c'est qu'une organisation où il y a un tiers des effectifs en télétravail doit en fait être organisée pour avoir 100% des effectifs en télétravail. Ce sont bien sûr des questions ouvertes qu'on se pose avec nos clients. Et à côté de ça, on est force de proposition et puis on est force d'échange avec nos clients pour comprendre comment maintenir un engagement des salariés pendant la période de reprise, qui va être une période également anormale. Et nous, notre recommandation là-dedans et les conclusions auxquelles nous sommes en train d'arriver, c'est qu'il faut absolument continuer à mesurer les KPIs et les indicateurs RH notamment sur le stress lié à la reprise, sur la perception qu'ont les gens des nouvelles organisations qui sont mises en place, puisque c'est quand même eux qui vont travailler au sein de ces organisations. Ça a été décidé dans un contexte assez rapide d'équipe projet qui prennent des décisions. Du coup, il est très important d'impliquer les collaborateurs et les managers dans ce processus. Il faut bien sûr continuer à activer les leviers de l'engagement, même à distance, c'est-à-dire garder, conserver le cadre et conserver ces valeurs et les projets qu'on avait amorcés avant, comme le développement des compétences des salariés et managers, qui peut s'ajuster bien sûr au contexte et puis aux nouveaux besoins, peut-être en termes d'agilité, en termes de travail, de télétravail, pour bien intégrer les bonnes pratiques managériales qui y sont liées. Continuer d'adapter en temps réel les rituels managériaux. Les rituels managériaux, c'est généralement dans une organisation quelque chose qui ne change pas, qui est ancré et qui fait partie de la base et qui sert de cadre et de référentiel aux salariés et managers. Aujourd'hui, clairement, en ayant tout le monde en télétravail, une partie significative des effectifs et des projets qui vont changer au fil de l'eau en fonction des besoins business, des adaptations qu'on a besoin de faire, il faut continuer à modifier ces rituels managériaux et à les adapter en réalité à la situation et au contexte. Enfin, une petite réflexion sur le télétravail qui passe maintenant au journal télévisé de 20h à peu près tous les jours. Nous, chez Windoo, sur 20 000 salariés, on a détecté que 90% souhaitent que le télétravail soit davantage mis en place. Je crois qu'on a tous changé d'avis par rapport à ça. Donc voilà, c'était une donnée que je voulais partager avec vous. Et le télétravail faisant partie aussi des valeurs que nous on pousse chez Windoo dans les pratiques organisationnelles. Voilà. Je vous remercie. Je remercie Thomas pour l'animation du webinaire, puisque vous en avez l'occasion. Je remercie Nicolas
d'Accor Arena et je remercie Julien de Great Place to Work. Et puis, je vous remercie tous pour votre participation. Donc, je crois qu'on va passer maintenant à la session de questions et réponses. Donc, Thomas, je te laisse reprendre la main sur le Parfait. webinaire. Merci Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais inviter les autres intervenants à remettre leur vidéo. Alors, donc avant de clore ce webinaire, en effet, les intervenants vont répondre à quelques questions, dont celles que vous leur avez adressées dans le chat. Donc, nous avons une première question de Patricia qui est posée à Nicolas. Et cette question est la suivante. Combien de collaborateurs y a-t-il chez Accor Arena et est-ce que le chômage partiel est mis en place? On est une centaine de collaborateurs à l'Arena. Le chômage partiel a bien entendu été mis en place dès le début du confinement pour la quasi-totalité des collaborateurs, mais pas à un même degré. C'est-à-dire que certains sont en chômage partiel total et d'autres sont en chômage partiel en partage avec du télétravail. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une deuxième question également pour vous, Nicolas, une question de Marjorie. Avez-vous mis en place, dans le cadre de cette période inédite, des actions autour du télétravail, retour cadré, modification des accords avec augmentation du travail à distance? Et avez-vous repensé les espaces de travail? Leur rôle semble indispensable également. Quelles sont vos pistes de réflexion chez Accor Arena? Alors, on a, nous, partagé effectivement avec notre CSE dès le départ ces changements de mode de travail liés au télétravail. Donc ça a été partagé avec nos représentants. Concernant la reprise de l'activité, oui, on est en train de revoir l'organisation de nos bureaux, respectant à la fois les mesures sanitaires qui sont demandées, conseillées, et puis également, ce que je disais tout à l'heure, de revoir plus profondément la manière de travailler en fait. Sur deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est travailler encore plus en mode projet. Je pense que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur que les équipes puissent travailler de manière transversale et décloisonnée et en mode projet. Donc, ça, on va l'accélérer, ce qui veut dire aussi que ça a des impacts sur l'aménagement des locaux en eux-mêmes. Et puis, la deuxième, c'est effectivement ce mix dont on parlait entre télétravail et présentiel. Parfait, merci beaucoup. Une question pour vous, Julien. Qu'avez-vous pu mesurer chez vos clients durant cette période et avez-vous constaté de nouvelles tendances? Un tout petit truc sur le télétravail, je vous encourage tous et toutes à regarder une vidéo qui a été faite par un prof d'HEC qui est assez formidable, qui s'appelle Siboni, sur les avantages et les inconvénients du télétravail. C'est une vraie question aujourd'hui que beaucoup de boîtes se posent. Très clairement, c'est une des conséquences fortes de l'organisation. Nous, on a la chance chez Great Place to Work d'accompagner des boîtes et certaines étant déjà 100% en télétravail et on voit l'impact que ça peut avoir. C'est un outil, il faut le voir comme enfin nous, notre OCO clairement, c'est de le voir comme une corde supplémentaire à l'arc managérial. Et il faut absolument accompagner les managers dans la compréhension du modèle de management à distance. Le management à distance est complètement différent et les ressorts du management à distance sont complètement différents. Et sur l'expérience vécue pendant le Covid, il ne faut pas oublier que pendant cette période compassionnelle assez forte du Covid, le niveau de tension et de pression dans les entreprises est passé de 100 au 15 mars à 0,1, puisqu'il était impossible pour les collaborateurs, pour les managers, pour les dirigeants de mettre un tant soit peu de pression sur des collaborateurs qui avaient peur pour leur vie.
Enfin, je veux dire, il y a un moment où on peut pas être, faut être raisonnable. Et donc, le télétravail, quand vous posez la question et quand on pose aux gens la question aujourd'hui, est-ce que vous trouvez super le télétravail? Forcément, ils vous disent super. Pendant la période de confinement, il y avait du télétravail, pas de pression. Et à chaque fois que vous faisiez quelque chose, votre manager qui classiquement vous a sous le dos, sous le bras, va vous dire c'était génial tout ce que tu as fait. L'organisation du télétravail, au-delà de la dimension évidemment légale avec les partenaires sociaux dont Nicolas parlait, c'est d'abord une mutation managériale. Et cette mutation managériale, il faut l'accompagner, il faut que les managers soient formés et équipés. Et ce qui est complexe, c'est de le gérer quand vous avez à la fois et du management à distance et du management en télétravail. Sur le retour des entreprises en 100% étendu, c'est comme ça qu'on parle dans la littérature des entreprises 100% en télétravail. Il faut avoir en tête que pour un onboarding, 100% en télétravail, c'est balèze. Pour des jeunes qui arrivent collaborateurs, 100% en télétravail, c'est super dur. Évidemment, quand vous avez 40 ans, vous savez poser les bonnes questions. Vous avez 20 ans que vous bossez. Heureusement, quand vous arrivez dans votre boîte, vous savez poser les bonnes questions. Quand vous avez 23 ans et que vous devez apprendre à la fois votre nouveau métier et en plus le monde de l'entreprise, c'est super dur. Donc, génial le télétravail. Nous, Great Place to Work, ça fait 25 ans qu'on porte le télétravail, enfin depuis que les outils existent en clair. Mais c'est super, mais soyons raisonnables et nuancés, pas les espèces de dogmes journalistiques dont parlait Nicolas, le télétravail pour tous. C'est terrible. Premier point. Deuxième point, insistons sur la dimension de l'entreprise dans sa totalité. L'entreprise, elle n'est pas faite, et Arnaud le disait, l'entreprise n'est pas faite que de collaborateurs dont le métier sont télétravaillables. On voit des tensions terribles aujourd'hui dans les boîtes où il y a une partie des collaborateurs qui étaient, entre guillemets, au front et d'autres qui étaient chez eux. Ça, c'est gérable un temps. Donc, encore une fois, le télétravail, c'est un outil, un plus. Ça doit être vachement accompagné managérialement, mais pas de dogme. Et on a l'impression que les gens ont découvert la Lune. Soufflons un bon coup. Le télétravail, c'est bien, mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'organisation d'aujourd'hui. Pour moi, l'autre chantier super important, il y a aussi une forme de révision des process dans les organisations. On se rend compte aujourd'hui que finalement, les boîtes et l'activité des entreprises a su continuer à fonctionner hors process pendant 2-3 mois. C'est une grande question et pour moi, c'est un vrai key learning aussi. C'est aussi dans cette reconstruction, les Lego dont je parlais, il y a vraiment une dimension sur la partie process des organisations qui sont des pain points hyper importants pour les collaborateurs pour arriver à se dire, bon, voilà, quel process est nécessaire et pas nécessaire. Donc, prenons le temps de regarder vraiment, d'analyser les différents éléments d'apprentissage. Focusons pas uniquement sur le télétravail. Les process sont un élément clé. Et puis, je disais tout à l'heure, il y a une dimension learning positif essentielle sur les réunions. Moi, je pense que ces réunions sur Zoom ont une vraie valeur ajoutée d'écoute, d'obligation de prise de décision post-réunion, pas la réunion qui s'éternise avec le café sur la terrasse ou dehors dans la rue pour aller fumer une cigarette, pas de petits échanges individuels au moment où vous êtes 5 dans une salle de réunion. Donc voilà, il y a des key learnings sur lesquels on peut s'appuyer pour construire demain et gagner en efficacité. Bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup. J'ai une question également qui a été posée par Élise Massé pour Arnaud. Est-ce que ce sont toujours les mêmes questions qui sont envoyées dans le cadre du baromètre? Et Élise également souligne le fait que ça fait une fréquence importante d'envoyer ces questions tous les 15 jours et elle voudrait savoir si le taux de réponse reste stable. Alors Arnaud, ton micro est éteint. J'ai compris. Effectivement, c'est une très bonne question. On a même envoyé des baromètres toutes les semaines au plus fort du confinement, donc sur le mois d'avril, où on avait une volonté des organisations de vraiment avoir de la donnée, de collecter de la donnée actuelle auprès de leurs équipes pour accompagner la prise de décision managériale et puis la stratégie qu'on allait suivre. Et puis aussi pour comprendre certains facteurs, intégrer certains facteurs de stress, d'appréhension à la prise de décision.
on est assez rapidement revenu sur ce fonctionnement pour partir sur un fonctionnement toutes les 2 semaines. Et maintenant, on privilégie plutôt un fonctionnement tous les mois. Et on va revenir petit à petit à des enquêtes envoyées régulièrement sur des échelles environ tous les 2 mois, ce qui se fait dans le cadre de baromètres, donc on appelle des baromètres de management classiques. Et en ce qui concerne les questions, ces questions, bien sûr, évoluent dans le temps et elles sont adaptées. Il y a des questions qui méritent d'être posées régulièrement et puis d'autres de manière ponctuelle. C'est pour ça aussi que nous, dans notre outil, on a plusieurs interfaces différentes qui permettent d'envoyer des sondages qu'on appelle one-shot sur des thématiques bien précises et puis des baromètres dont tout l'intérêt est à la fois de segmenter la donnée pour la localiser sur un département, un service, une équipe, un manager, et aussi d'en mesurer l'évolution dans le temps, qui permet de comprendre soit l'impact de facteurs extérieurs sur cet indicateur, soit de facteurs intérieurs par rapport aux actions qu'on a menées. Parfait, merci beaucoup. Une nouvelle question pour Nicolas. Cette question est la suivante. Avez-vous mis en place des animations pour faire revenir vos collaborateurs au bureau? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par animation. Par animation, je pense que c'est des cours de sport en l'occurrence, que ça va être des team building, que ça va être des réunions, des déjeuners d'équipe. Éventuellement, je pense que c'est tout ce qui est lié à la cohésion. Alors, nous, ce que je disais un peu tout à l'heure, on est dans un contexte un tout petit peu particulier. C'est qu'aujourd'hui, même si le déconfinement a été annoncé depuis 15 jours et continue à se mettre en œuvre, on est toujours, nous, interdit d'activité en fait, et de rassemblement. Donc, on prévoit un retour au bureau à partir du mois de septembre, début septembre. Donc, c'est un peu tôt aujourd'hui pour imaginer les actions qu'on va mettre en place pour le retour des collaborateurs, parce qu'en plus, on voit que chaque semaine, l'évolution du contexte sanitaire fait qu'on peut faire de plus en plus de choses ou imaginer des choses de plus en plus importantes. Pour autant, je pense qu'on a tous hâte et on a tous hâte quand même de se retrouver. Donc oui, ça commencera par certainement peut-être un petit pot tous ensemble ou un petit moment convivial à passer ensemble. Pourquoi pas, on avait fait pour ceux qui le souhaitaient, chez nous, on avait fait un bootcamp avec Windows, mais quelques jours avant le confinement, d'ailleurs, il me semble que c'était la semaine d'avant. Est-ce qu'on peut… voilà, faut qu'on en parle ensemble avec Arnaud, mais je pense qu'il y a un truc à faire, effectivement, à la rentrée, autour d'un petit moment de convivialité et puis certainement autour un peu de sport qui crée ces rapports humains. Mais encore une fois, on attend beaucoup de connaître ce qu'on sera vraiment autorisé pour pouvoir imaginer les meilleures choses, mais ça fait partie de notre ADN, quoi. Oui, bien écoutez, merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier, Arnaud, Nicolas, Julien, pour vos présentations. Avant de se dire au revoir, merci également aux participants pour votre présence et pour vos questions. Nous espérons que ce webinaire vous aura réellement éclairé. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions complémentaires et également des informations que vous souhaiteriez obtenir. Nous vous transmettrons dans de brefs délais la vidéo du webinaire si vous souhaitez la revoir ou la partager autour de vous. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée.